Europe 1, il est 8h34, Thomas Soto. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux plane l'ombre du terrorisme. Le Figaro, menace terroriste sur la présidentielle. Libération, terrorisme, fin de campagne sous la menace. Dans Le Parisien, c'est François Fillon face aux lecteurs. Je veux combattre l'intégrisme avec les musulmans. Et puis, Le 1 pose la question qui tarabuste nombre de citoyens. Les médias faussent-ils l'élection ? On commence avec le terrorisme et la menace. Oui, et la même expression qui revient sous la plume de tous les éditorialistes. On l'avait presque oublié. Et oui, cette menace. Certains se focalisent surtout sur les risques d'instrumentalisation. Dans le Télégramme, Hubert Coudurier rappelle d'ailleurs José María Aznar, discrédité par ses propos après l'attentat contre la gare d'Atocha. C'était en 2004, il y a une éternité. 3 jours avant les élections, le Premier ministre espagnol mentait à son peuple en affirmant que les Basques d'État étaient à l'origine de l'attentat, alors qu'il savait déjà que c'était une attaque islamiste et qu'on risquait de lui reprocher l'engagement de l'Espagne dans la guerre d'Irak, un modèle du genre. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ça. L'opposition est entre ceux qui craignent que cette menace ne vienne polluer les débats de fond et ceux qui estiment qu'il faut justement un débat de fond sur la question. Le pédigré des artificiers ne laisse aucun doute sur la réalité du danger, écrit Denis Domain dans la Nouvelle République. La réapparition du procureur Molins, figure familière hélas, nous réinstalle de plein pied dans le quotidien et les questions sécuritaires. Peut-être qu'on retiendra 2 leçons, estime Jean Levallois dans la presse de la Manche. La première est un rappel au réalisme et à la nécessité de traiter le dossier terroriste avec détermination et persévérance. La seconde est cruelle. Oui, il y a des terroristes. Mais une fois encore, ces islamistes radicalisés sont des citoyens français qui n'ont pas franchi les frontières dans le flot des migrants venus de Syrie ou d'ailleurs. Il y a donc bien un problème de radicalité islamiste chez nous et qui concerne des citoyens français qui n'ont rien à voir avec les malheureux qui cheminent sur les routes d'un pénible exode. Un portrait à présent dans la presse qui a attiré votre attention. Oui, c'est une jeune fille souriante, presque enfant, dans les dernières pages de L'Équipe. Yousra Mardini a 19 ans et justement, elle est syrienne, exilée à Berlin. À Damas, son père était entraîneur de natation. Quand elle et sa sœur aînée, en août 2015, se sont retrouvées sur un bateau pneumatique avec 20 personnes plus un bébé, elles ont sauté à l'eau et nagé 9 km pour éviter à l'embarcation de chavirer. En 2016, Yousra a eu le droit de participer aux Jeux Olympiques dans la première équipe de réfugiés autorisée par le CIO. Invitée à s'exprimer au Forum de Davos, elle a rappelé au monde que les 21 millions de réfugiés dans le monde ont eu une vie avant leur exil. Le magazine Time vient de la classer parmi les 30 teenagers les plus influents au monde. Et quant à elle, elle apprend l'allemand pour construire sa nouvelle vie. Alors, tourisme procréatif et néocolonialisme. Oui, c'est comme ça que la philosophe Sylviane Agacinski qualifie la GPA. Dans le Figaro, elle adresse une lettre ouverte à Emmanuel Macron qui a déclaré qu'il n'y était pas favorable parce que la société n'était pas prête et qui plaide pour une initiative internationale afin de s'attaquer au problème de la GPA très peu payée et subie. Est-ce à dire, écrit la philosophe, que supposée bien payée et consentie sur le modèle californien, cette pratique vous paraît légitime ? Comment ignorer, écrit-elle, la profondeur de l'aliénation des femmes qui s'engagent dans une convention de GPA et dont la vie privée est contrôlée dans le moindre détail pendant 9 mois. Nous ne pouvons pas admettre que le marché devienne le modèle indépassable des relations humaines et que plus rien ne lui échappe. Vous nous amenez en Mayenne à présent. Oui, c'est aussi dans le Figaro qu'on trouve une page sur Château-Gontier. Ravissante petite ville de Mayenne, son église romane et sa gynécologue qui vient de mettre en vente son cabinet médical sur le Bon Coin pour 1 € symbolique. Les patients en Mayenne n'arrivent pas à faire renouveler leur ordonnance pour les maladies cardiaques ou les diabètes. Le moindre rendez-vous d'ophtalmologie est un parcours du combattant de 8 mois. Et pourtant, Laval est à 1h10 de Paris en TGV, à 2 heures de route des plages de Vendée. Mais le département souffre d'un déficit d'image et les jeunes médecins ne croient plus qu'à l'hôpital public. Alors, 75 à 80% des médecins qui s'inscrivent désormais au Conseil de l'Ordre de la Mayenne sont étrangers. On termine avec Science et Vie. Oui, Science et Vie spéciale question-réponse qui se consacre cette fois-ci au lien entre sport et santé. Le sport peut-il remplacer un médicament ? Existe-t-il un gène du sport ? Je ne l'ai pas visiblement. Et d'autres questions plus anecdotiques. Peut-on maigrir en faisant du jardinage ? Vous savez que désherber à la main pendant 2 heures équivaut à 1 heure de jogging. Et puis en faisant le ménage, alors là pas vraiment, ça inciterait même à la sédentarité. Mais alors j'ai découvert cette donnée au détour d'un article. Bavarder debout consomme 5 à 15% d'énergie supplémentaire plutôt que d'être assis. Ah ouais. Conclusion, les interminables discussions à la machine à café à propos de cette campagne présidentielle délirante, c'est bon pour la ligne. Voilà donc pour la revue de presse, il y a Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain Natacha. À demain.